Alors, bonjour, je suis Claude Queneau. Moi, j'étais directeur de la maison de jeunes de Conflans-Sainte-Honorine depuis quelques années, depuis les années 71. Avant, j'étais directeur d'une autre MJC à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Et suite à ces deux maisons de jeunes, j'ai entrepris pas mal d'activités, de rencontres, de loisirs, de voyages, etc., dans le cadre des activités normales des MJC. Et il se trouve qu'en 85, c'était l'année internationale de la jeunesse et chaque pays devait proposer un projet on pourrait dire, de dimension nationale pour fêter l'année internationale de la jeunesse et aussi avec un peu comme sous-jacent la paix dans le monde, la place des jeunes. Voilà. Donc c'était ce projet qui existait. Alors il se trouve par un concours de circonstances, Michel Rocard était maire de Conflans-Sainte-Honorine, avec qui je travaillais depuis quelques années. J'en connaissais depuis les années 71. Et quand il est arrivé à Conflans, je l'ai accueilli, moi, avec la MJC, des animateurs aussi de la ville. Et on est devenus très proches et je me suis retrouvé un peu dans la situation d'être un peu son conseiller sur les politiques jeunesse et sport. Et de là, il se trouve qu'il est avec Alain Calmat, qui vient d'être nommé ministre de la jeunesse et des sports, et Michel Rocard, ils se parlent. Et puis Michel vante auprès d'Alain Calmat un peu mes compétences un peu particulières en matière d'animation. Et Alain Calmat demande à me rencontrer. Voilà. Donc, son directeur de cabinet m'appelle et me dit « Vous déjeunez avec le ministre mercredi prochain ». Voilà. Donc, j'avais une semaine devant moi. Et je savais par rapport à la Fédération des maisons de jeunes, etc., qu'il y avait un projet à présenter sur le plan national. Et suite à une conversation avec ma fille, la Chine est apparue. Ben, elle m'a dit « Fais comme d'habitude, papa. Tu t'emmènes 400 jeunes avec toi et puis on va en Chine. » Voilà. Donc, le départ du train, c'est un peu un concours de circonstances, de hasard et de bon calendrier. C'est Béatrice qui a eu l'idée de la Chine. Et l'année d'avant, j'avais emmené 500 jeunes québécois et français à travers une traversée de l'Atlantique sur le thème de Cap sur l'avenir. On a aujourd'hui 15 ans, en l'an 2000 on aura 40 ans, qu'est-ce qui se passe quoi? La Chine, c'était, je connaissais pas du tout, j'avais aucune idée de la Chine, si ce n'est ce qu'on a publiquement. Et d'un seul coup, je me suis mis à gamberger et puis à écrire en 4 jours un projet qui s'appelle Un train pour la paix, Paris-Pékin, avec les amitiés franco-chinoises, les MJC, etc. Voilà l'origine du projet. Le mur de Berlin, puis une fermeture quand même après les années Mao, etc. Politiquement, c'était compliqué. J'ai fait comme d'habitude. C'est-à-dire que moi, quand on me dit qu'il y a un problème, je dis on va le résoudre. Donc j'ai écrit ce projet. La réaction de Michel Rocard, c'était de dire mais tu sais Claude, il faut 1 an de tractation pour emmener les hauts fonctionnaires en Chine. Tu vas jamais y arriver. Mais je dis si, je vais y arriver. Et puis j'ai pensé que le bon carburant de ça, c'était les projets de jeunes. Voilà. Donc on a, avec la MJC de Conflans, donc avec la petite équipe qui est autour de moi, avec Yannick Cabezas, Jean Le Guillec et autres, Patricia Delcourt et tout, on s'est mis à réfléchir et on a fait ça comme une foire au projet en gros, et on en a fait un projet national. Donc je vais à ce déjeuner avec le ministre Alain Calmat, qui n'est pas là parce qu'il est retenu par Mitterrand pour faire, après le Conseil des ministres. Son directeur de cabinet, Dominique Bellion, voit le projet, je lui donne. Il me dit c'est super. Il prend ses contacts avec Matignon. Et en gros, à 4h ou 3h30, quand arrive Michel Rocard, il dit on a le projet français pour l'année internationale de la jeunesse. Voilà. C'est comme ça que les choses sont montées. La belle idée au bon moment. Au bon moment et au bon endroit. Les 2 ministres qui nous ont soutenus, les 3 ministres, c'est Alain Calmat, donc c'était un projet de la jeunesse et des ministères de la jeunesse et des sports. Jean Auroux, qui était à l'époque, je crois, ministre des Transports. Et puis surtout Michel Rocard, qui a lancé sa fusée de Conflans vers la Chine, puisque ce projet est parti de la MJC avec toute son équipe, avec l'aide de la mairie, etc. Donc on est devenu le projet français de l'année internationale de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Un train pour la paix et les amitiés franco-chinoises. Moi, comme j'étais un peu sur l'extérieur, parce que j'avais travaillé avec l'Office franco-québécois, donc j'étais au cabinet d'Alain Calmat et Patricia avait pris les rênes, je dirais, administratives et de ressources humaines de la MJC. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée un peu quasiment je dirais, le bras armé de la MJC avec la petite équipe pour monter le projet. Donc, l'idée, c'était de faire un concours de projet au niveau national
en s'appuyant sur les fédérations d'éducation populaire, en s'appuyant sur les villes, etc., etc. Et l'idée qu'on a eue, c'est de faire tout de suite l'affiche. Paris-Pékin, par Lyonnais, qui était un graphiste reconnu. Et puis, on a fait cette belle affiche Paris-Pékin, un peu comme Hergé, Tintin au Tibet, quoi. Alors, il y a eu des petites aventures. Quand j'ai été voir le directeur Pépi des grandes lignes à la SNCF, il m'a dit « Mais jeune homme, je peux vous mettre un wagon des Transsibériens ?» Il dit « Non, vous n'avez pas compris, c'est 19 wagons qu'il me faut. » Voilà. Et puis après, on me dit « Mais oui, mais il y a les murs de Berlin. » Ben, je dis « On ne pourra pas interdire aux jeunes de voyager, c'est l'année internationale de la jeunesse. » Donc, on a fait tout le travail diplomatique directement, sans passer par les voies diplomatiques ordinaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par le ministère des Affaires étrangères, etc. Et à l'époque, c'était Roland Dumas qui était ministre des Affaires étrangères. Donc, on était à l'ambassade de l'Union soviétique. On leur a dit, on est invité par... D'abord, j'étais en Chine avec l'affiche, et on a été invité par la jeunesse chinoise. Ensuite, par la Fédération des amitiés franco-chinoises. On s'est appuyé sur ce qui existait. Et puis, on s'est mis dans le trajet, comme ça. Et puis, d'un seul coup, on a eu plein de projets. On a eu 300 projets qui ont été faits par les jeunes sur l'idée, rencontres sur les beaux-arts, rencontres sur les étudiants en médecine, rencontres sur les ouvriers, rencontres sur le commerce. Enfin, il y a eu une multitude de projets sur la mode, etc. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec 300 projets. Et puis, pour le financement, bon, il y avait une subvention provisoire du ministère de Jeunesse et Sport. Il y avait les laboratoires Mérieux, il y avait les Kawaii, il y avait des grosses entreprises, le Crédit Agricole qui avait donné 1000 francs à chaque participant. Et puis les jeunes de leur côté, localement, ont eu des sponsors. Il y a aussi les ballons Copa, enfin c'était incroyable. Donc en définitive, Alain Calment me croisait dans les couloirs, il vous manque combien? Oh, il manque une trentaine de millions, mais ça ira, il n'y aura pas de problème. Donc on a réussi entre le mois de juin on a mis presque 8 mois pour monter le projet, quoi. D'accord. Et d'un seul coup, c'est devenu invité par les Chinois. L'Union soviétique n'a pas posé de problème. On était à l'ambassade de l'Union soviétique en France. Tout s'est fait comme si c'était naturel. L'Union soviétique, ils ont dit oui parce que les Chinois avaient dit oui? Oui, parce qu'on était invités. Donc ça veut dire que l'Allemagne a accepté de nous laisser passer le train. Bon, la Pologne, la Belgique, ça, il n'y a pas eu de problème. Mais l'Union soviétique n'ont pas bloqué la frontière. Ils nous ont même mis à disposition un vrai transsibérien, qui était tout neuf d'ailleurs. Et à la frontière chinoise, on a changé de train pour des raisons techniques de largeur de rail, etc. Donc on a eu 3 trains. Un train français, en Pologne, un train soviétique et un train chinois. Ce qui est incroyable, c'est que, par exemple, pour avoir les visas, une fois que les jeunes avaient été contactés, il fallait qu'ils aient les passeports, les autorisations parentales. Parce qu'en plus, l'idée, c'était qu'il y avait des jeunes mineurs, 150 mineurs sur les 400. Donc, il a fallu créer un décret spécial pour emmener un camp de vacances itinérant à l'étranger. Voilà, donc c'était compliqué. Il fallait les autorisations parentales pour passer les visas et les passeports. Enfin, ça a été assez complexe, mais je ne sais pas comment on a fait. C'était un coup de grâce, quoi. Les choses sont passées d'une manière presque naturelle, voilà. TF1 nous a soutenus. Antenne, je sais pas si on disait Antenne 2, France 2 à l'époque. On a eu un journaliste de Libération, un journaliste de La Croix, un journaliste de l'Humanité. Et donc, il y avait une quotidienne télévisuelle, carrément, sur les Marco Polo qui partaient en direct. Et c'est la première fois que l'Allemagne de l'Est, l'Union soviétique et la Chine laissaient traverser avec 40 journalistes et des vidéos et des caméras leur pays. C'était quand même aussi une première, quoi. Le projet a été porté aussi par des institutions, par d'autres ministères. C'était le projet français. Et puis, je ne sais pas, il y a une sorte d'attirance naturelle de cette envie de dépasser l'Europe et d'aller de l'autre côté pour voir ce qui se passait. Et puis, la Chine a ouvert les portes pendant 5 jours. Il y a des autobus, on avait 11 autobus qui nous transportaient les jeunes. Ils ont été dans les usines, ils ont été dans des lieux culturels, ils ont été sur la muraille de Chine. Enfin, ça a été vraiment une explosion d'ouverture.
Et la sélection, ça n'a pas été trop compliqué? On avait fait un comité de sélection fait de jeunes représentants des jeunes. C'était pas les personnes âgées qui représentaient le. C'était pas les patrons, c'était les patrons des projets. C'était ce comité de jeunes qu'on avait créé autour de la MJC qui analysait la situation avec aussi l'association des amitiés franco-chinoises, quoi. Donc, alors, il fallait aussi avoir un partenariat sur place, qui n'était pas évident. C'est-à-dire qu'il fallait être accueilli par les structures en Chine. Voilà. Donc, en gros, les micro-entreprises, c'était un compartiment, un projet et un partenaire en Chine. Il fallait avoir une réciprocité en Chine. Donc, c'était vraiment un véritable jumelage. Quand je suis arrivé en Chine au mois de mars, j'avais emmené 2 attachés de presse, Bodo et La Traverse, et on a été présenter l'affiche à la représentante de la jeunesse chinoise et aux représentants, qui tout de suite ont dit c'est superbe, etc. Donc c'est comme un projet fait. Mais on n'est pas passé par le ministère des Affaires étrangères, pas directement. Donc c'est passé comme ça, comme si c'était naturel. Cette notion des Nations Unies était un peu presque la marque, je dirais, la marque de fabrique de ce projet, quoi. Donc personne ne pouvait arrêter ce train des Nations Unies, ce train pour la jeunesse et ce train sur la liberté aussi, quelque part. Donc, sur le plan diplomatique, je n'ai pas eu de contact diplomatique direct avec les autres ministères, quoi. Alors, dans le train, il y a eu des représentants de certains ministères qui étaient là en tant que participants ou d'encadrement, mais très peu, quoi, en définitive. Je pense qu'on a bousculé la diplomatie traditionnelle, à un moment donné. Et je vois un peu la réaction qui avait eu lieu en haut lieu. Enfin, c'est le on-dit que Mitterrand avait un petit peu secoué Roland Dumas en disant « Mais qu'est-ce que fait ce recardien à faire un discours au Parlement chinois devant le Premier ministre alors qu'il n'est pas ministre ?» Parce que Zhao Ziyang nous a reçus quand même d'une manière incroyable. Premier ministre chinois, Zhao Ziyang, c'était vraiment l'ouverture. Il m'a reçu en audience privée avec mon équipe. Ensuite, il a reçu les 400 jeunes au Parlement chinois avec la moitié du gouvernement chinois en présence. Ensuite, il y a eu une facilitation incroyable. Il y avait tout un hôtel où il y avait les 400 jeunes. Il y avait toute une série de mesures techniques qui étaient prises en charge par les Chinois. Ça a été invraisemblable. On ne pouvait pas imaginer d'être reçu autrement, quoi. On avait les fanfares de jeunes qui nous accueillis à la gare. Dans la frontière à Manzhouli, il y a eu une grande réception. J'ai eu une audience privée avec les représentants du ministère du Premier ministre. Non, ça a été incroyable. On n'avait jamais imaginé ça. Et moi, je me retrouve petit conseiller nommé par Alain Calmat avec l'accord de Rocard. Je me retrouve conseiller au cabinet, mais j'étais même pas secrétaire d'État. C'est pas facile de communiquer dans un train qui est horizontal. C'est pas vertical. Donc, ça veut dire qu'il fallait de wagon à wagon à wagon à wagon à wagon, à compartiment, où dans chaque compartiment, il y avait un projet différent. Quand on rentre dans un train SNCF, il y a la radio du train. Eux, ils avaient démonté la radio du train, et puis ils avaient monté la radio ici maintenant. C'était le moment des radios libres. Ils ont créé dans le train une radio libre, ils ont pris la direction, je dirais, complète du train au point de vue communication. En plus, il y avait un journal quotidien qui représentait les projets, etc. Il y avait en plus les projets qui étaient présentés dans le train. Par exemple, il y avait un groupe qui dessinait une mode pour faire un défilé de mode sur la place Tiananmen et qu'ils avaient dessiné, fabriqué pendant les 10 jours. Donc, chaque projet était un peu mis en présence, quoi. Il y avait aussi un wagon, je dirais boîte de nuit quelque part, musique, etc. Donc, tous les projets ont communiqué entre eux. Et d'un seul coup, cette communauté-là est devenue solidaire. On n'a pas eu à gérer un seul conflit. Soit le conflit de personnes, soit le conflit de groupes. J'ai jamais vu ça. C'était une ouverture, une espèce de fraternité qui s'est déroulée dans le train. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on avait des moyens considérables. On avait un wagon, je crois qu'on avait 1 ou 2 wagons entiers de matériel. Quand on voit les images des différents films qui ont été faits par Franck Lepage et Alain Hamar, on voit c'était des tonnes de matériel. Et sur le plan artistique, tous ceux qui avaient des projets qui tournaient autour des beaux-arts, du graphisme, etc., ils ont animé le train pendant ces 10 jours de voyage. Donc il y avait tout le temps une animation très active, très dynamique. Le meilleur exemple, c'est la fresque
qui a été réalisé pendant le voyage, qui augmentait chaque jour d'un métrage. Et puis il y avait aussi comment dirais-je, ce journal qui était fait d'interviews, de contenus, de rencontres, etc. Bon, puis il y avait aussi la fête, une notion de fête et de dimension d'échange à travers le corps, la danse, la musique, comment on appelle ça, la transformation aussi avec des maquillages et tout. C'était quand même vraiment un moment effervescent en permanence, quoi. Et il n'y avait plus ces tranches horaires, pour le petit déjeuner le matin à 8h, à midi on mange, etc. Tout était dans une nouvelle, je dirais, une nouvelle performance, quoi. Et d'ailleurs, sur le train, c'était incroyable parce que les frères Hipoulin, ils ont peint une partie du train, et particulièrement aussi à Pékin, avec les amitiés franco-chinoises et l'école des beaux-arts de Pékin, il y a eu un événement invraisemblable qui s'est passé, quoi. Et puis, il y a aussi eu le Théâtre de l'Unité, notamment, qui a égayé tous les arrêts du train. Alors, le Théâtre de l'Unité, qui était un théâtre qui se passait du côté de la région de Trappes, en banlieue, ça a été les animateurs permanents du train. Ça a été, ils ont donné une dimension un peu folklorique avec leur costume et tout, mais en même temps, ils ont été le porte-parole de la joie. Ils ont été le porte-parole de la parole aussi, quelque part, et de leur chant et de leur musique. Alors qu'il y avait dans le train un groupe plutôt de jazz, eux, c'était vraiment la musique dans la rue, quoi. C'était l'ouverture aussi de la musique qui sort des salles de concert. Et ils ont été invraisemblables parce qu'ils ont à chaque fois, ils ont improvisé, ils ont dansé avec les Polonais, les Russes, les Chinois et tout ça. Ils ont été une permanence incroyable. Et en plus de leur costume rouge, qui était comme un point de rencontre, un point je dirais presque une marque quelque part. Et ils ont été vraiment les porte-parole. Et puis de la joie, l'envie de partager, ils ont donné une dimension vivante du train. Et un peu, je dirais, en relation avec aussi les artistes peintres, les graphistes et tout. Donc, ce train avait pris des couleurs, et des couleurs musicales aussi. Arrivé à Pékin, il y a aussi eu les performances de Beau Geste. Alors, Beau Geste, moi, je me souviens surtout de la performance qu'il a fait à la muraille de Chine, où on a été visiter la muraille de Chine, où il avait fait des peintures sur la muraille de Chine. Et puis, il y a eu un gag incroyable, c'est qu'il y a un pot de peinture jaune qui a giclé. Et le jaune en Chine, c'était la représentation un peu sexuelle de l'art, de la peinture, de la couleur, quoi. Et je crois qu'il avait arrosé un Chinois, je ne sais plus, enfin, comment ça s'est passé. Puis une petite pensée pour Beau Geste qui nous a quittés. Il est là-haut, il doit nous regarder aussi. Que sommes-nous devenus 40 ans après? Alors, on a eu quelques moments de présence compliqués sur les différents pays qu'on a traversés, parce que, bon, je dirais l'Europe occidentale, il n'y avait pas de problème. La France, l'Allemagne et tout ça, mais dès qu'on est rentré en Allemagne de l'Est, ça a été compliqué avec le mur de Berlin. Après, il y a eu la Pologne, il y a eu après l'Union soviétique. Donc, il y a eu plein de moments quand même où le train a été presque caché par les pays traversés. Et la grande ouverture s'était faite aussi en Chine. Bon, alors il y a eu la période soviétique où à Moscou, on est resté une journée où les Russes nous ont montré un peu le centre aérospatial. Il y a eu des visites de lieux, d'usines et autres. Mais en définitive, l'ouverture s'est vraiment faite quand on était en Chine. Quand on est arrivé à Manzhouli, donc on quittait l'Union soviétique, on est rentré en Chine. Donc il fallait changer de train. Il fallait enlever toutes les tonnes de bagages que nous avions, passer la frontière, où ça s'est passé d'une manière absolument incroyable, il n'y a pas eu de problème. Et puis, quand on est arrivé, on a vu tous ces enfants avec des instruments de musique, ces fanfares qui nous ont accueillis en musique, et des enfants aussi avec de la danse et des fleurs. Et moi, j'ai eu une pensée invraisemblable, j'étais très ému, j'étais presque en larmes. Et quand je suis arrivé à Pékin et que Zhao Ziang m'a demandé qu'est-ce que j'avais ressenti à Manzhouli, je dis j'avais les larmes aux yeux parce que je pensais que ces enfants ne changeraient jamais leur instrument de musique ou leurs fleurs contre des mitraillettes. Et Zhao Ziang avait absolument acquiescé quand je lui ai dit ça. Donc ça a été incroyable. Je pense qu'on a respiré différemment quand on est arrivé là. Et puis les Chinois avaient envoyé leur ambassadeur dans le train qui nous a accompagnés pour arriver de Manzhouli à Pékin. Je crois que c'était une 50aine d'heures de trajet, presque 2 jours. Et alors, ils nous ont reçus vraiment d'une manière festive.
les repas à bord du train, l'accueil, à chaque fois qu'on s'arrêtait, c'était une fête, quoi. Et c'était un train à vapeur. Et c'était un train à vapeur. Et donc, on a eu, d'un seul coup, une espèce de sentiment de liberté, ce qui est absolument invraisemblable par rapport à l'époque, par rapport à l'histoire. Et puis ensuite, l'arrivée à Pékin, grandiose. Le premier ministre chinois qui nous reçoit en audience privée, après au Parlement chinois avec la moitié du gouvernement chinois, avec 500 jeunes chinois qui ont partagé un repas au Parlement chinois ce jour d'arrivée, et avec vraiment accueilli comme quelqu'un de la famille, quoi, en gros. Et moi, le sentiment que j'ai eu, c'était la Chine s'ouvre à l'Europe, s'ouvre au monde, voilà. Bien, ce projet qui est en train de se développer sur que sommes-nous devenus m'intéresse aussi. C'est formidable parce que, bon, moi, je sais pas, le hasard des rencontres, on parle du destin, on parle de la liberté. Moi, je dis toujours, libère-toi de ta famille, libère-toi de ta religion, libère-toi de ton quartier, libère-toi de ton pays, vis tes projets, accepte ta sensibilité, ton envie de création, libère-toi. Et je crois que ce train, ça a été quelque chose comme ça. Et le fait que 40 ans après, alors je rigole parce que je vous ai connu, vous aviez 20 ans, entre 18 et 25 ans, et je vous vois maintenant, vous avez presque mon âge, moi j'ai 85 maintenant. Mais je trouve, je sais pas, je trouve que vous êtes de ma génération, quoi. Je me sens près de vous, et moi j'ai peut-être envie maintenant de bouger un peu, là, ouvrir les portes des EHPAD, faire entrer le rap dans les EHPAD, faire imaginer un avenir différent pour notre génération, qui avons fait tellement de belles choses pendant pas mal d'années. Voilà. Moi, je crois que c'est un discours sur la paix, la démocratie, la rencontre, le mélange et l'acceptation des autres. Moi, ce train m'a rendu sage. Il y a un proverbe qui dit « Si la mouche frappe contre la vitre, ouvre la vitre et la haine s'en va ». Et je crois que ce train-là, il a vraiment fait disparaître tous ces mauvais sentiments qu'on a parfois et cette violence. Donc pour moi, c'était vraiment un train pour la paix. Et j'y crois encore.